Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons corriger le premier TP de ce chapitre 15 sur l'organisation et le mode de vie chez les plantes. Puis dans une seconde vidéo, je vous mettrai la correction du TD qui est à faire à la séance du lundi 11 mai. Alors dans ce chapitre, déjà au niveau de l'introduction, bon j'ai pas fait long, mais vous pourrez recopier ce que j'ai noté. Donc le gros problème pour les plantes, par rapport aux animaux, c'est qu'ils vivent fixés dans le sol. Donc se déplacer pour se nourrir, se reproduire ou se défendre face aux agresseurs est impossible. Donc ce que l'on va voir dans ce chapitre, ce sont donc les processus liés à l'évolution qui se sont mis en place au cours du temps pour permettre à la plante de s'adapter à cette vie fixée. Donc on va voir toutes les adaptations qui se sont développées et qui ont été sélectionnées au cours de l'évolution par sélection naturelle parce qu'elles fournissaient un avantage aux plantes pour pouvoir avoir un mode de vie fixé. Donc les premières adaptations que nous allons voir au niveau de l'organisation de la plante euh, vont permettre à la plante d'améliorer sa nutrition et c'est ce que vous aviez à faire dans le premier TP. Alors je vais le corriger rapidement et puis on reprendra la leçon ensemble. J'ai organisé le cours voilà, en faisant référence à chaque fois à la question du TP correspondant. Donc comme ça, vous pourrez reprendre ça tranquillement. Donc vous aviez tout d'abord à observer ce document donc c'est une culture que nous aurions dû faire en classe pour voir comment s'organiser le système racinaire des plantes. Et donc ce qu'il faut y voir ici, c'est qu'au cours du temps, le système racinaire des plantes s'organise autour d'une racine principale, en plus ou moins verticale, et de racines secondaires qui se développent à partir de cette racine principale. À la fin, à terme, au bout d'une trentaine de jours, on va se retrouver avec un système très complexe de racines primaires et secondaires qui vont permettre de couvrir un maximum de surface en profondeur. Ensuite, quand on va regarder d'un peu plus près ces racines, et c'est ce que nous aurions dû observer au microscope, on voit que lorsque l'on fait germer une graine de lentilles, de blé, d'orge, n'importe quelle graine, on voit que le long de la première racine qui se forme, qui sera donc la racine principale, la plus longue, qui descend verticalement, il y a une zone qu'on appelle la zone pilifère, une zone poilue. Et lorsque l'on fait une coupe grâce à une lame de rasoir dans cette zone pilifère, lorsqu'on en fait une tranche et que l'on regarde au microscope, eh bien on voit des cellules particulières sur le bord de la racine. Donc sur le schéma c'est plus parlant, ici on voit mieux. Ces cellules particulières se forment ce que l'on appelle des poils absorbants. Donc un poil absorbant c'est une cellule. Et donc, en quoi, là était ma question, cette cellule permet d'augmenter la surface d'échange? Ben, vous voyez, au lieu d'avoir une surface d'échange qui correspond à la périphérie, au périmètre de la racine, et ben vous vous retrouvez qu'une surface d'échange, lorsqu'il y a un pôle absorbant, bien augmentée, vous voyez, parce que la surface d'échange correspond à tout ça. Hop, voilà. Donc au lieu d'avoir quelques millimètres de surface d'échange, vous en avez 10, 20, 30 ou 40 fois plus. Donc vous voyez qu'ici, le système racinaire est adapté à une vie fixée parce qu'il va être très développé, sous forme d'une racine principale et de racines secondaires. Plus il y a de racines, plus vous avez une zone d'échange avec le sol, et chaque racine elle-même va posséder des poils absorbants qui vont augmenter la surface d'échange. Donc vous allez vous retrouver avec une surface de contact avec le sol ultra importante pour capter l'eau et les ions minéraux nécessaires à la photosynthèse. La deuxième surface d'échange à étudier, c'est au niveau des feuilles, pour les gaz et la lumière. Donc nous aurions dû mesurer la surface d'une feuille du haricot grâce au logiciel Mesurim. Voilà, donc je vous donne directement la réponse, 43,89 cm². Alors on vous posait la question, pourquoi cette surface d'échange en réalité est-elle le double? Une feuille, hein, elle va pouvoir absorber les gaz et la lumière par ses deux côtés, la face supérieure et la face inférieure. D'accord? Donc on multiplie cette surface par 2. On obtient donc 87,78. Lorsque l'on fait le rapport
oui, 7,78. Donc j'ai réutilisé cette formule, sachant que cette valeur, la surface de toutes les parties chlorophylliennes de cette plante, c'est 87,78 cm². Connaissant sa masse, calculer la surface des parties chlorophylliennes par rapport à la masse, donc on divise les centimètres carrés par les kilos, en faisant attention de bien convertir les centimètres carrés en mètres carrés. Donc ça c'est pour la surface de captation de la lumière, qui est le double voilà, pour chaque feuille. Ensuite, les feuilles ne captent pas seulement la lumière, elles captent également les gaz nécessaires à la réalisation de la photosynthèse, notamment le CO2. On peut facilement faire une observation, ne serait-ce qu'avec une loupe et pas simplement un microscope. Lorsque vous prélevez l'épiderme d'une feuille de poireau, alors il faut vraiment prendre la couche la plus superficielle qui est très fine et transparente, et que l'on regarde au microscope, on voit donc vous revoyez là, c'est les grandes cellules rectangulaires caractéristiques des végétaux que vous avez pu observer en seconde, et puis on observe des zones particulières ici, arrondies, qui forment ce que l'on appelle les stomates. Les stomates, c'est un orifice central, qu'on appelle l'ostiole, entouré de deux cellules de garde arrondies. Donc l'ensemble, ostiole plus les deux cellules de garde, qu'on appelle aussi les cellules stomatiques, forment le stomate. On dit un stomate. Voilà, donc ce stomate, c'est une structure particulière par laquelle vont rentrer les gaz. Et donc, en fait, ce stomate va plus ou moins s'ouvrir, on le verra plus loin, en fonction des moments de la journée pour faire entrer plus ou moins de gaz à l'intérieur de la feuille. Voilà, donc on vous demandait de dessiner et de légender les choses, donc cellules stomatiques, ostiole, et lorsque l'on fait une coupe de feuilles, ce que vous voyez ici, donc vous avez une coupe transversale, une tranche de feuille, donc le stomate on le retrouve ici, donc le numéro 5 c'est un stomate, on voit bien les deux petits ronds qui correspondent aux deux cellules stomatiques. On vous explique pourquoi le calcul du grand 3, qui correspondait à la surface de captation de la lumière, qui est 2 fois la surface de la feuille, pourquoi pour les gaz c'est critiquable. Et bien on remarque lorsque l'on regarde l'intérieur d'une feuille, on retrouve des zones de lacunes, des zones lacunaires. Des chambres sous-stomatiques, donc sous chaque stomate il y a du vide, et puis un petit peu de partout dans la feuille vous retrouvez des zones avec du vide. Alors ça constitue ce qu'on appelle le parenchyme lacuneux, hein, son nom a été donné suite à la vision de cette caractéristique. Il y en a un petit peu dans le parenchyme palissadique qui est ici, mais beaucoup moins. Donc en fait, la surface d'échange ne se résume pas à la surface de contact avec l'air, mais à toute l'épaisseur de la feuille, quasiment, en enlevant un petit peu le parenchyme palissadique. Puisque l'air rentrant par les stomates va pouvoir circuler dans les différentes lacunes à l'intérieur du parenchyme lacuneux, et donc être en contact avec toutes les cellules de ce parenchyme, qui vont pouvoir capter les gaz présents dans l'air. Donc c'est pour ça que la surface d'échange gazeuse d'une plante ne peut pas se résumer à la surface de contact entre l'extérieur et la plante. Donc les calculs, il y a toute la correction dans le cours, je reviens pas dessus. Et donc lorsque l'on fait le rapport entre la surface foliaire d'absorption des gaz par rapport à la masse, eh bien on retrouve un facteur, un coefficient de 200, hop, je vais jeter un petit coup d'œil pour pas dire de bêtises, donc hop, je prends le tableau. Voilà, estimation de la surface foliaire d'absorption des gaz par rapport à la masse, c'est 128. Et lorsque l'on fait la comparaison avec l'homme, un homme de 70 kg pour 1,80 m a une surface d'absorption, un rapport de 1,85 au niveau des poumons et de 2,8 au niveau de l'intestin. Donc en fait, la surface d'absorption des gaz chez les végétaux va être 100 fois supérieure à la surface d'absorption des gaz chez l'homme au niveau des poumons. Donc grâce à ce système de lacunes qui vont permettre au gaz de circuler à l'intérieur des tissus de la plante, et ben vous multipliez par 100 par rapport à l'homme la surface d'échange avec les gaz. Donc dans tout ce grand 1, on a vu des adaptations développées chez les végétaux qui permettent d'augmenter les surfaces d'échange. C'est ça ce qui est vraiment important. Ce sont des adaptations permettant d'augmenter les surfaces d'échange, que ce soit dans le sol pour l'eau et les sels minéraux,
avec la lumière au niveau des feuilles et avec les gaz au niveau des feuilles. Alors, le problème, c'est que lorsque l'on reprend l'équation de la photosynthèse se réalise au niveau des parties vertes de la plante, donc au niveau des feuilles surtout. On a besoin, si on se rappelle l'équation, de CO2 plus d'H2O. Donc le CO2 va provenir de la captation dans les feuilles des gaz, donc ça, il n'y a pas de problème, le CO2 est sur place. Il faut de l'H2O, et il faut des ions minéraux. Sauf que les ions minéraux et l'H2O proviennent d'où? Des racines. Donc il va falloir amener jusqu'aux feuilles l'ensemble des réactifs nécessaires à la réalisation de la photosynthèse, puisqu'également c'est là qu'est captée la lumière, qui va permettre à la réaction de se faire. Une fois que la matière organique est fabriquée au niveau des feuilles, il faut ensuite aller la stocker et permettre la croissance de la plante au niveau des racines et des tiges, donc il va falloir aussi que cette matière organique formée au niveau des feuilles soit emmenée dans l'ensemble de la plante. Donc il a fallu développer un système de communication de ce qu'on appelle les sèves dans la plante, donc des liquides qui vont contenir les différents éléments nutritifs de la plante. Alors, on peut faire une expérience que vous pouvez faire chez vous, donc en achetant du céleri branche et en le mettant dans l'eau pendant quelques heures avec une eau colorée, avec un colorant alimentaire, et on voit apparaître, donc si, hop, voilà, et donc on voit apparaître, donc le bleu du colorant alimentaire va venir se mettre dans ce qu'on appelle les épaississements de la paroi des faisceaux conducteurs de sève, qu'on appelle les faisceaux de xylème, et donc on peut voir apparaître ces faisceaux de xylème, comme sur le document ci-dessous, voilà, comme des espèces de ressorts. Alors il y a deux types de sève, c'est ce qu'on vous explique dans le document. Il y a la sève brute, donc la sève brute, c'est la sève qui n'a pas été traitée, qui ne contient que de l'eau et des ions minéraux, donc c'est celle qui va monter des racines vers les parties aériennes de la plante. Elle va emprunter les vaisseaux de xylème, ceux qui sont voilà, à l'aspect de ressort. En contrepartie, cette sève brute, non traitée, va ensuite récupérer, enfin libérer les ions minéraux et l'eau au niveau des feuilles pour que la photosynthèse puisse se passer, et en contrepartie récupérer la matière organique fabriquée par photosynthèse. Et une fois qu'elle a récupéré la matière organique, elle va redescendre par ce qu'on appelle les tubes criblés de phloème, ce sont ceux-là, que vous voyez sur la gauche. Ce sont des tubes qui n'ont pas d'épaississement de la paroi comme le xylème, mais ce sont des cellules collées les unes aux autres, mises bout à bout, séparées par ce qu'on appelle un crible, une espèce de passoire. C'est une sève qui va être beaucoup plus fluide, et donc qui va pouvoir descendre des parties aériennes jusqu'aux parties souterraines en traversant ces espèces de passoires qu'on appelle les cribles. Alors je vous ai mis également sur Pronote ce document qui corrige un petit peu tout ça. Donc ces parties-là, ce sont les vaisseaux de xylème transportant la sève brute. Cette partie-là, les tubes criblés de phloème transportant la sève élaborée. Et quand on fait une coupe de tige, on les voit apparaître ici. Donc ces vaisseaux sont séparés. On a le xylème plus au centre de la tige et le phloème plus vers la périphérie. Donc voilà, le système conducteur qui permet d'alimenter l'ensemble des parties de la plante en éléments nutritifs, sels minéraux, eau, matière organique, nécessaires à son bon développement. Voilà, donc si je reprends un petit peu tout ça, ce qui est important à retenir, donc les surfaces d'échange de la plante au niveau des racines. Donc la plante développe des racines longues, fines et ramifiées, avec une racine principale, hop, j'ai mis un S, là j'aurais pas dû, des racines secondaires constituant un réseau racinaire assurant une grande surface d'échange. Près de l'extrémité des racines se trouvent des poils absorbants, longues cellules permettant l'absorption d'eau et de sels minéraux, qui permettent d'augmenter encore une fois la surface d'échange. Ensuite, au niveau des feuilles, la lumière étant partout, on dit qu'elle est ubiquiste, la feuille va capter la lumière par ses deux faces, c'est ce que l'on a noté. On note également la présence d'orifices sur ces feuilles. Un orifice, c'est l'ostiole. Voilà, là vous avez d'autres photos. Donc l'ostiole, c'est bien le trou. Et autour, vous avez les cellules stomatiques. L'ensemble de deux cellules stomatiques plus l'ostiole forme un stomate. Sous ces stomates se trouvent des lacunes, qu'on appelle la chambre sous-stomatique, qui communiquent les unes entre elles au sein du parenchyme lacuneux, ce qui va permettre au gaz de rentrer très profondément dans la feuille. Et donc d'augmenter la surface interne d'échange à 30 fois celle correspondant juste à la surface externe.
Voilà. Donc là, vous avez le résumé et la correction de tous les petits calculs que vous aviez à faire dans ce TP, je reviens pas dessus. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, le rapport entre la surface d'échange des gaz et la masse chez un végétal, c'est 128, alors que chez un homme, c'est 1,85. Et 2,8 pour l'intestin. Donc vous voyez, on a un rapport de 100 fois supérieur pour les végétaux. Voilà, je vous laisse relire. Enfin, les systèmes permettant la circulation de sève, donc là, il ne faut pas se tromper. Il y a les cellules conductrices de sève brute, ce sont les vaisseaux de xylème, ce sont des tuyaux faits de cellules mortes mises bout à bout présentant des parois cellulosiques épaissies par des dépôts de lignine en forme de ressort. À ne pas confondre avec les cellules conductrices de sève élaborées, qui sont les tubes criblés de phloème. Là également, ce sont des cellules mises bout à bout dont les parois transversales sont percées d'orifices appelés cribles et permettant la circulation de sève élaborée d'une cellule à l'autre. Le xylème et le phloème étant présents dans les racines, les tiges et les feuilles, la circulation des sèves est permise dans toute la plante. Donc ça c'est ultra important. Et en fait on les trouve dans les nervures. Voilà, et donc la conclusion du grand 1 est la suivante. Les plantes sont adaptées au mode de vie fixé, car elles présentent de très grandes surfaces d'échange avec le sol et l'air, leur permettant de s'approvisionner en éléments nécessaires à la photosynthèse, et disposent de systèmes conducteurs des sèves brutes et élaborées entre les systèmes aériens et souterrains. Voilà ce qu'il faut retenir de ce travail. Donc je m'arrête ici pour cette vidéo. Vous en avez une deuxième à regarder également pour la correction du TD qui est à faire à la séance du lundi 11 mai.